On va commencer par quoi ? On va commencer par vous remercier. Parce que vos retours sur la première vidéo, ça c'est le deuxième volet, je vous invite à voir d'abord la première si vous pouvez. Parce que, déjà il y a eu tellement de réactions et merci pour les Zlaboudi dans les commentaires, hein, vraiment ça fait plaisir. N'hésitez pas à réitérer l'expérience d'écrire Zlaboudi dans les commentaires pour faire fonctionner ce format, parce que c'est quasiment un format à lui tout seul, je pense, le GME Bogos 4M. Vous m'avez rappelé pourquoi j'aime faire des vidéos sur YouTube, que c'était chouette de partager des choses et de le faire avec... tout le cœur possible. C'était très bien. Ils étaient tous très bienveillants dans les commentaires en plus, trop cool, sauf ce mec. Je sais pas ce qu'il foutait là, il s'est perdu. Et en fait, on va redonner un peu de contexte à tout ça, parce que c'est vrai que c'était il y a plus d'un mois. J'ai mis la main par le plus grand des hasards et par l'alignement des planètes, je ne vois que ça, sur un synthétiseur de musique concrète, semi-modulaire des années 80. Dans la première vidéo, on en a surtout parlé du contexte, de l'histoire, de comment j'ai trouvé, parce que je trouvais ça vraiment incroyable, et que on avait procédé avec mon père à l'allumage d'une console, et pas le synthé en entier, parce que ça je le savais pas encore. Et en plus c'était l'exemplaire qui fonctionnait le moins, voire pas. On va revenir là-dessus plus tard. Le GME Bogos 4M, construit par le GMEB, le groupe de musique expérimentale de Bourges, qui a une histoire incroyable, c'est une unité centrale, la boîte grise avec tous les bouip dessus, qui est reliée à 4 ou 3 consoles, donc celles de couleur jaune, qui servent à traiter le son qui vient justement de l'unité centrale. J'ai fait donc un setup chez mes parents pour qu'on puisse tester ça, en particulier avec mon père qui est du coup musicien très touché par justement tout ce genre de trucs là. Je reviendrai sur le fonctionnement vraiment technique de la machine, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens parmi vous, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pros. Donc oui, on va pas passer là-dessus, évidemment, c'est en vrai passionnant. Je sais que là, à travers un écran, ça n'a rien à voir. Évidemment, vous en doutez. Je vous assure que le résultat est différent. Même vous, des gens qui ne connaissent rien, on peut passer 1 heure facilement là-dessus en s'oubliant complètement. Et c'est le pouvoir un peu, je trouve, de cette machine-là, c'est que on est transporté, vraiment, littéralement. Mais avant de vous parler du fonctionnement de cette incroyable machine à musique concrète, sachez que le son est ultra brut, il n'y a pas eu une seule passe d'équaliseur, que ce soit au moment du montage vidéo, que ce soit au moment de la captation. Pas un seul équaliseur, pas un seul compresseur, rien du tout. Bon là, ce que vous allez voir, c'est le tout premier essai, il est pas dingo, mais après, vous allez voir. Incroyable, incroyable. Ah oui, et moi, la musique concrète, c'est pas forcément mon gros délire. Moi, je suis plutôt électronique au pire. Donc, excusez-moi si je l'utilise pas de la façon que vous l'attendez. Peut-être que dans les prochaines vidéos, je ferai attention à ça si vous me le dites. Et maintenant, venons-en à... comment que ça marche ce truc? Nous avons donc le boîtier d'alimentation, ventilé par lui-même, rien que lui, c'est déjà un sacré truc. C'est le câble d'alimentation de l'unité centrale. J'ai jamais vu ce genre de fiche-là. Et ça, c'est le panneau arrière du GME. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas évident à tout piger. Et ça, c'est la sortie de la console. C'est de là, d'ailleurs, que j'ai pris le son qui venait de tout l'ensemble. Et donc ces bébêtes sont reliées par ce genre d'entrée-là, que l'on peut retrouver ici par le nom réservoir A, B et C. Chaque réservoir va avoir son utilité propre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui est recommandé d'avoir 3 à 4 consoles connectées à l'unité centrale. Le réservoir A contient le micro et le générateur de bruit blanc, le B comporte un second microphone et un oscillateur, et le réservoir C contient un module de synthèse totale et un autre oscillateur. Et on a une 4e entrée, ou plutôt sortie, parce que c'est le réservoir cassette qui allait vers une 4e console. Et en fait, ces réservoirs fournissent les sources sonores de base que les consoles vont alors traiter ensuite. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je prenne la source audio, des captures que vous allez voir et entendre, par le biais des consoles, parce que ça vient après le traitement. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la matrice du GME. C'est ce qui va permettre le routage complet de la machine. Si ce pin-là est branché là, d'ailleurs, à quoi ça ressemble? Waouh, ok. Ça va envoyer par exemple l'oscillateur dans la console C particulièrement, si on veut qu'elle aille dans le B, on le mettra plutôt ici, etc. J'essaierai ça plus tard quand je serai plus familier avec la machine. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un ordre d'allumage. Il faut d'abord allumer les consoles et ensuite le synthé. Et pour l'éteignage, c'est l'inverse, il faut d'abord éteindre le synthé avant les consoles. Également, on a découvert qu'il fallait absolument que ça soit en stéréo,
parce qu'il y a vraiment quelque chose de très complexe sur la gauche et la droite, le traitement et le son direct sur cette machine que je n'ai pas encore tout bien compris, donc je ne vais pas vous l'expliquer. Le GME Bogos 4M est composé d'une unité centrale et de 3 à 4 consoles qui sont connectées. Cette unité centrale contient des sources sonores, comme des microphones, honnêtement je sais pas si c'est vrai, je comprends pas cette partie-là, des oscillateurs et des magnétophones, des lecteurs cassettes. Et sur ces consoles, sur le traitement de ce son-là, on a des filtres, passe haut, passe bas, de la réverbération, du timbre, enfin plein de choses. Et c'est comme ça qu'on va obtenir le son global de toutes ces machines-là. En tout cas, c'est cool, nous avons des repères visuels pour comprendre un petit peu plus d'où vient le son et comment ça marche. Nous avons donc les modules bleus qui produisent et traitent le son, et les modules rouges sont les modules de commande. Ils servent à contrôler les paramètres des modules sonores. Et tout ça se fait via des tensions de commande. Et si vous vous rapprochez, venez donc. Toutes les prises que vous êtes en train de voir, c'est ce qui va permettre de connecter des parties du synthé à une autre. Par exemple, je vais pouvoir envoyer des tensions, donc par exemple des battements de son, des vitesses, des choses comme ça, dans d'autres parties du synthé. Et c'est ce qu'on appelle un synthé modulaire. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire la force d'un synthé modulaire, c'est qu'absolument tout est paramétrable puisque les possibilités de branchement sont infinies. Et voyez un synthé analogique comme ce que vous avez sous les yeux, comme un synthé pré-câblé, et qui donc offre beaucoup moins de possibilités de création sonore. J'espère que vous serez indulgents parce que je découvre la machine en même temps que vous et je galère sa mère. C'est pas juste du son qui est envoyé et on le traite, il y a vraiment une dimension de réverbération, de panoramique et tout ça, c'est des détails, normal, c'est pour la musique concrète. Ce plan est pas fou, pardon. Je pense qu'avec le temps, ça viendra, forcément, faut que je découvre un peu plus la machine, là j'en suis au balbutiement le plus total. On va commencer par envoyer du son via le bouton de master de l'oscillateur numéro 2. Là, je peux choisir le timbre de la note. Il a différentes ondes sonores. Et en fait, je peux l'envoyer via ce bouton dans l'autre console. De la même façon, on a un bruit blanc. L'oscillateur numéro 1, le 3 et le 4 qui se retrouvent ici dans ce potard. Et donc les lettres A, B et C, c'est les réservoirs. Donc comprenez par là les consoles. Donc c'est pour ça, moi j'ai que la C qui fonctionne. Gardez en tête que je débute et que j'essaie juste de vulgariser le fonctionnement de cette machine. On n'est pas là pour faire un tuto. Et on a vraiment ces 3 boutons là qui sont vraiment très cool. En fait, on a notre source audio, donc j'imagine que c'est l'unité centrale qui va venir passer dans 2 circuits de son. Donc le timbre, qui va se retrouver ici dans ce panneau de contrôle, et qui va ensuite passer dans le conduit de la forme, qui va aussi se retrouver ici. J'arrive à faire fonctionner cette partie-là, là j'y arrive pas trop, et là encore moins. Mais c'est un peu ce que je retrouve ici. Il y a plein de panneaux que j'arrive pas à faire fonctionner, donc c'est probablement dédié aux réservoirs A, B et C. Et oui, si vous vous posiez la question, bien sûr que je vais faire réparer l'autre unité. Bien sûr! Là, je suis sur l'oscillateur numéro 3. Il est vraiment très précis, mais on peut faire des tunes assez cool. Et pareil, j'ai des ondes. En fait, avec ce bouton-là, je vais pouvoir choisir la note. Et là, comme je vous disais, on a des modules de son qui vont générer du son. Par exemple, ici, ça va être l'oscillateur numéro 2, je l'envoie dans le séquenceur. Si j'envoie le 1, là, par exemple, si je veux faire taire l'oscillateur numéro 3 et 4 juste pour avoir juste ma séquence là, je vais faire ça. Voilà, là j'ai que vraiment le signal de l'oscillateur numéro 2 qui va dans le séquenceur. Je vais quand même m'arrêter sur le séquenceur parce que c'est quand même vraiment le truc sympa.
moi, en fait, je peux avoir quasiment un clavier comme ça. Donc là, j'ai mon bruit blanc. Je l'envoie dans le sélecteur numéro 4. Vous voyez, ça réagit. D'ailleurs, j'en profite, le lecteur cassette et le clavier, vous allez soit le voir un petit peu, soit pas du tout dans cette vidéo. C'est normal, ça viendra dans la prochaine, parce que sinon c'est trop dense, je peux pas faire des vidéos de 40 minutes, YouTube veut pas. Je ne pouvais pas résister à l'idée de brancher ce synthé complètement incroyable dans mon pedalboard. Je vais principalement utiliser cette reverb-là, et je trouve que c'est celle-là principalement où le synthé prend tout son sens. Ça lui donne un éclat, un son complètement incroyable. Et évidemment, je le rappelle, mais tout ce que vous entendez, ce n'est que des centièmes, des millièmes de ce que cette machine peut faire. Je n'hésite pas à vous faire un autre essai, j'ai trouvé un patch, une disposition de câbles assez cool. Quelle machine incroyable, mais ça là, mais si je m'arrête pas, mais je suis foutu moi. Je reste là à tout jamais. Je crois que je réalise pas encore l'étendue de ce que peut faire cette machine. Je remercie encore la personne qui m'a guidé sur ce chemin-là, c'est vraiment incroyable. On va se remettre un peu de couleur parce que j'ai besoin de vous parler de quelque chose aussi. Parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont demandé de leur faire essayer ces machines incroyables et même de leur donner, bon bah, alors, je sais pas comment vous dire ça gentiment, mais... Non. Bah,
Alors par contre, vous le faire essayer, je dis pas non et c'est pas infaisable, mais ça sera pas maintenant. Il faut que je trouve des structures intéressées, il faut que je vois si ça vaut vraiment le coup, si c'est pour 2 personnes, bon bah non. Ensuite, il faut que je connaisse bien les machines, évidemment. Il faut que peut-être que je les fasse réparer, donc forcément une console aussi. Il y a tellement de trucs que pour l'instant, c'est pas du tout envisagé, mais c'est pas impossible. Rapidement aussi, j'ai vu tellement de personnes dans les commentaires de la première vidéo qui ont utilisé ces machines-là à l'époque. Incroyable, merci d'avoir commenté, c'est vraiment trop cool. J'ai adoré vous lire. Également, une personne m'a dit qu'il y avait un Synthfest en France, je ne connaissais pas, donc effectivement, ce sera peut-être quelque chose à faire pour 2025. Qui sait? Parce qu'on peut pas se quitter sur que ça. Je sais que vous en attendez plus. Je vous ai fait miroiter avec le lecteur cassette dans le premier épisode. J'en suis navré, c'est pas encore pour celui-ci, parce que je pige rien. Je vous ai fait miroiter avec des claviers. Eh ben non plus, c'est pas pour celui-là, parce qu'il y a peut-être des trucs sympas qui vont arriver plus tard, donc ça sera plus cool. Notifier Arturia et Morgoupil, voir si c'est faisable. Non, ce que j'ai trouvé d'autre, c'est la fameuse prise micro, où je ne pige rien. C'est une entrée de jack à l'arrière, je l'ai pas vue. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Pour pas se quitter fâché, je vais pas chanter, mais je vais y insérer un petit clavier. Là, il est branché sur l'entrée micro de l'unité centrale. Mais dès lors que je trafique le bruit blanc et que je le mets en mode micro, c'est pas génial. Mais là, on va essayer de faire un truc un peu cool. Dans la prochaine vidéo, donc je vous le dis, on va faire la cassette et les claviers en mode CV pour contrôler et vraiment jouer en fait avec ça comme un vrai synthé analogique qui a un clavier. Ce qui, à mon avis, n'a pas été prévu. Donc c'est d'autant plus cool. Crachote encore, faut que je le répare ça. Voilà, ouais, il y en a beaucoup. On peut l'envoyer en version directe. Putain, c'est cool les chansons de démo là. Et en fait, le potard de bruit blanc va servir de passe haut, passe bas quasiment. Il déconne un peu lui. Putain, ça défonce. Là, on a une vraie saturation analogique. Et bref, là, par là, je l'envoie en direct dans l'autre machine. Et là, en appuyant ici, je vais l'envoyer en traitement dans la console. C'est tout ce côté-là, côté direct, traitement et tout ça, qui est assez complexe à comprendre. Ce qui est trop bien, c'est que la saturation naturelle du synthé a évaporé plein de notes et on a vraiment quasiment une nouvelle séquence et elle est trop bien. Ouais, bon, lui, je le maîtrise pas vraiment encore. Je comprends pas trop. Je pense qu'il faut que j'envoie des trucs, mais je comprends pas quoi, ni où. Pour la reverb, on va pas se mentir, elle est super compliquée, je la pige à peine. Je vous remets la séquence, et on va essayer de mettre de la reverb dessus, mais le routage est très compliqué. Là, on a le son dry. Et là, on a le son mixé, je pense. Plus je tourne vers là, plus c'est de l'écho, et là, plus c'est de la reverb. Des très belles textures à bas. Bon, alors, il y a aussi une autre entrée micro là, donc là, c'est ce qu'on va essayer. Ok, bon, là, c'est vraiment brut. Je trouve que les autres entrées sont bien plus intéressantes parce qu'elles passent par la synthèse du bruit blanc. Là, j'ai l'impression que c'est un peu en direct. C'est un peu moins marrant, j'avoue. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres essais un peu dans ce genre-là. Moi, j'adore ce genre de bidouille-là. Il y a vraiment plein de trucs à faire. En plus des cassettes et du clavier en CV. Dis-moi, il faudrait que j'essaye une voix aussi un jour. Et une guitare et une basse. Vous me l'avez déjà dit en plus dans les commentaires. Mais j'arrive pas à tout condenser en une seule vidéo. Cette vidéo ne finit pas. Là, je l'envoie en signal traité. Ok. Donc il y a vraiment un truc entre la reverb, enfin ça, et l'entrée micro. Alors du coup, ça donnait quoi avec ça?
Ça, c'est la vitesse de la reverb. Oh! J'aime bien ça. Waouh! Voilà pour rester un peu dans le noise bruitage. Putain, il y a des textures trop bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurais pu vous passionner face à cette machine qui me laisse pantois à chaque fois que je l'utilise. J'espère que vous ferez vivre cette deuxième vidéo aussi bien que la première. Pour la troisième vidéo, ça sera donc la cassette, le clavier en CV et d'autres fonctionnalités. Prenez soin de vous et bon vent.